Imaginons une seconde une culture tout entière, Ouais, avec sa propre langue, sa religion super complexe, un système politique vraiment unique, mhm. et un peuple qui aurait réussi à survivre à genre 700 ans d'empire guerrier, de colonisation, de mondialisation. C'est déjà un exploit en soi, hein. Grave. Mais là où ça devient fou, c'est que la population totale de ce peuple aujourd'hui, elle s'élève à exactement 6 392 personnes. C'est vraiment minuscule, c'est la taille d'un petit quartier de banlieue en fait. C'est ça. Et sur ce groupe, il y a à peine 350 personnes qui parlent encore leur langue maternelle, le méronique. Ah oui, d'accord. Donc la grande question de notre exploration aujourd'hui, c'est comment un monde aussi restreint a pu traverser les siècles sans être totalement effacé de la carte. C'est une super question. Et pour essayer de comprendre ça, on va se plonger dans un énorme dossier de l'UNESCO. Un truc massif qui justifie en fait l'inscription au patrimoine mondial du paysage culturel Bassari, Peul et Bédik. Ça se trouve au sud-est du Sénégal. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, surtout pour ceux qui découvrent le sujet, les étudiants ou juste les curieux, c'est de vulgariser l'histoire spécifique des Bédiques. Ouais, parce que c'est la plus petite de ces communautés, quoi. C'est ça. On veut vraiment comprendre leur mécanisme de survie. Parce que ce chiffre de 6392 individus, il ne faut pas le voir comme un déclin. Ah bon, on pourrait croire que c'est un peuple en voie de disparition, hein, pourtant. Ben non, justement. Les sources montrent que c'est plutôt l'aboutissement d'une stratégie de préservation complètement hors du commun. Ok, je vois. Le dossier de l'UNESCO, c'est vraiment une analyse transversale, hein. Ça mêle de l'anthropologie, de l'histoire, de l'architecture et même de la botanique. Tout ça en même temps. Ouais, tout ça. Et en se concentrant sur les falaises de Banda Fassi, là où vivent les Bédix, on découvre une ingéniosité de société qui est fascinante. Les rédacteurs parlent d'une culture de la résistance pacifique. Résistance pacifique, c'est un concept un peu... Enfin, c'est presque contre-intuitif quand on connaît un peu la brutalité de l'histoire africaine sur les derniers siècles, non? Totalement, c'est pour ça qu'il faut vraiment le redéfinir. Parce que ça implique de repenser complètement la façon dont un peuple se défend face à des pressions énormes, qu'elles soient militaires ou même religieuses. Bah oui, parce que d'habitude, les petites communautés très isolées, elles finissent soit par être assimilées, soit par être carrément détruites par les grands empires. C'est la règle générale, oui. Donc, bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre pourquoi les Bédiques sont une exception, il faut reprendre la chronologie depuis le début. Tout à fait. Il faut remonter à leurs racines. Et là, en lisant les documents, je m'attendais à trouver l'histoire classique d'une petite tribu autochtone isolée dans sa montagne depuis l'âge de pierre, tu vois. Ouais, le cliché habituel. Exactement. Mais le dossier nous dit que leur naissance ressemble plutôt à un énorme carambolage historique. D'où ils sortent vraiment, en fait, les Bédix. Leur origine est fondamentalement hybride. En fait, ils appartiennent à un sous-groupe ethnique plus large qu'on appelle les Tenda. Ok, Mais leur identité vraiment spécifique, c'est le résultat d'un métissage qui a été forcé par les événements. forcé, comment ça? Eh bien, le dossier cite les travaux d'un anthropologue, Robert Gessin, qui a fait des recherches de terrain dans les années 50. Et sa définition des Bédix est hyper percutante. Il dit que ce sont, je cite, des Keïta, c'est-à-dire des Mandingues parlant Bassari. Attends, des Mandingues parlant Bassari. Ouais, c'est ça. Mais l'Empire Manding, c'était une superpuissance énorme dans la région. Comment ils finissent en toute petite communauté montagnarde qui parle une autre langue? C'est là que l'histoire est dingue. Pour comprendre, il faut aller entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Ah oui, on remonte loin. Ouais, c'est le moment de la fondation du village d'Étiowar. À l'époque, le contexte dans la région, il est explosif. Il y a une guerre légendaire entre le roi forgeron Soumaoro Kanté et le futur empereur Soundiata Keïta. Ah oui, la fameuse épopée de Soundiata. Voilà. Et ce conflit énorme, ça a créé des vagues massives de réfugiés qui fuyaient les combats. Logique. Et un de ces groupes de réfugiés, du clan des Keïta justement, a marché jusqu'à arriver au contrefort des falaises de Banda Fassi. Et il y avait déjà quelqu'un sur place? Et oui, tout en haut de la montagne, il y avait une autre population bien établie, les Kamaras. Ils vivaient dans un village perché qui s'appelait Ifafel. D'accord. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, l'équation classique de ce genre de scénario historique, en général, ça finit mal. Très mal, oui. T'as des réfugiés de guerre, affamés, qui arrivent au pied d'une montagne, contrôlés par des locaux. Historiquement, c'est soit une guerre pour les ressources, soit les réfugiés se font réduire en esclavage, ou alors on les repousse et ils meurent. C'est le schéma ultra classique. Mais là, le dossier de l'UNESCO montre une issue complètement différente. C'est-à-dire? Au lieu de s'entretuer, les Kamaras qui étaient en haut et les Keïta qui étaient en bas, ils se sont rejoints à mi-chemin, au milieu de la montagne, pour fonder un nouveau village tous ensemble, Étiowar.
Mais c'est un truc de fou. Enfin, comment on gère le pouvoir dans une alliance aussi rapide? On mélange pas deux peuples du jour au lendemain sans définir qui est le chef, quoi. Exactement. Et c'est là qu'on a la première leçon de survie politique des Bédix. La répartition des rôles a été d'une diplomatie incroyable. Raconte. Les Camara qui étaient là en premier, ils ont pris une décision qui nous paraît un peu folle aujourd'hui. Ils ont volontairement donné aux nouveaux arrivants, donc aux réfugiés Keïta, le titre de chef de village. Attends. Les locaux ont donné le pouvoir politique à des réfugiés qui venaient d'arriver. C'est ça, le pouvoir administratif, politique et la gestion des relations avec l'extérieur, tout ça s'est allé au Keïta. Mais j'ai du mal à capter la logique. Pourquoi céder le commandement à des étrangers? C'est comme un abandon de souveraineté, en fait. Ben non, c'est l'inverse. C'est une vision à très long terme. En donnant l'administration au Keïta, les Camara ont gardé pour eux le titre suprême, celui de chef de coutume. Ah. Le pouvoir spirituel. Voilà. Ils ont gardé le contrôle total sur la magie, les rituels de la terre, les ancêtres. Pour eux, l'administratif, c'est juste de la façade technique, tu vois. Le vrai contrôle, ça passe par le sacré. Ok, je comprends. Donc les Keïta, c'est le bouclier politique, ceux qui parlent aux étrangers, et les Camara, c'est l'âme du territoire. Tout à fait. C'est un système de séparation des pouvoirs pensé au XIVe siècle, et ça crée une dépendance mutuelle. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est brillant comme architecture sociale. C'est carrément la séparation de l'Église et de l'État avant l'heure. C'est exactement ça. Mais bon, ce pacte, ça garantit la paix à l'intérieur de leur groupe. Sauf que ça offre zéro protection matérielle contre les dangers de l'extérieur. Et si on regarde les siècles qui suivent dans le dossier, la région va devenir ultra violente. Eh oui, la zone frontalière entre le Sénégal et la Guinée, ça va devenir un théâtre de guerres atroces. Il y a l'expansion islamique fulgurante et surtout, des raids esclavagistes terrifiants. Ouais, on parle de la fin du 19e siècle, c'est ça? Oui, avec des chefs de guerre comme Alpha Yaya Diallo ou Mousso Molo. Ils faisaient des expéditions de capture. L'idée, c'était soit tu te convertis, soit on t'a servi. Et d'ailleurs, le document précise que les voisins des Bédix, genre les Badiarankais, ils se sont fait décimer ou ont dû fuir. Une chute démographique vertigineuse dans les vallées d'à côté, oui. Donc, face à des armées équipées, à des chasseurs d'esclaves avec des chevaux, un petit accord politique entre deux clans sur une colline, ça sert pas à grand-chose. Non, ça ne suffit pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant dans le rapport. Pour un étudiant qui analyserait ça, la survie des Bédix, c'est pas en construisant des murailles de pierre énormes. Pas du tout. Ils ont utilisé la géographie. Ils ont transformé la montagne en château fort naturel, c'est ça? Ouais. Les chercheurs appellent ça des villages niches. En fait, la falaise de Bandafassi, c'est pas juste un mur tout droit. C'est fait de dolérite. De la dolérite, c'est quoi exactement? C'est une roche volcanique hyper dure. Et en se fracturant, ça fait des énormes éboulis, complètement chaotiques, avec des pierres tranchantes, instables. Ah ouais, l'enfer pour y marcher. Et les Bédix, ils ont niché leur maison en plein milieu de ces éboulis, sur des petits replats cachés. C'est malin. YRP, la tactique est monstrueux. Pour de la cavalerie, c'est une zone de déni d'accès total. Un cheval là-dedans, il se brise les pattes direct. Donc les cavaliers sont obligés de descendre de cheval. Voilà, une armée doit mettre pied à terre, se séparer et grimper à découvert dans un labyrinthe de cailloux où les Bédix sont invisibles et connaissent tout. C'est du camouflage à très grande échelle. Totalement. Mais le dossier montre un autre truc de survie architecturale hyper curieux. Ils ont carrément scindé leur façon d'occuper l'espace, genre un village permanent d'un côté et un village temporaire de l'autre. La fameuse dualité spatiale, oui. Mais pourquoi s'embêter à construire deux types de villages quand t'as déjà peu de ressources et que t'es caché dans des cailloux? Parce que c'est le cœur de leur logistique de résilience. Ils séparent le vrai foyer de l'espace utilitaire. Le vrai village, ils l'appellent l'icône. L'icône. Ok. Il est dans les hauteurs, protégé par la dolérite. C'est l'espace spirituel, avec les autels, les bois sacrés, les tombes. Et c'est le seul endroit où on a le droit de construire en dur, avec de l'argile séchée. D'accord, l'ancrage de la mémoire. Et l'autre village, du coup? Faut bien manger, donc ils font des villages de culture en bas, dans les vallées fertiles. Mais attention, la coutume interdit formellement d'y bâtir des maisons en dur. Ah! Tout doit être en matériaux légers, genre bambou et paille. Donc si je traduis ça d'un point de vue tactique, construire en bambou dans une vallée pleine d'humidité et de termites, ça veut dire que la maison va pourrir vite. C'est assumé, c'est de l'impermanence programmée. Mais face à des raiders esclavagistes, c'est un atout de fou. Si l'ennemi arrive en bas, il brûle les champs et les huttes, sauf que les BD sont déjà partis se cacher en haut. Exactement.
L'ennemi brûle des coquilles vides. Le dommage matériel est minime et l'âme du peuple, l'icône, reste intouchable. Tu exploites la richesse du bas, tu garantis la sécurité du haut. C'est de l'adaptation millimétrée. Par contre, la géographie, bon, ça arrête une armée physique. Mais rester planqué 700 ans dans des rochers avec la peur constante de se faire capturer, psychologiquement, ça va être destructeur. Ah bah, la paranoïa, la famine, les tensions internes, ça peut faire imploser une communauté, oui. Il fallait une super forteresse mentale pour tenir. Comment leurs croyances ont joué ce rôle-là? Alors là, on touche à leur cosmologie animiste, qui est hyper locale. Le dossier de l'UNESCO raconte leur mythe fondateur sur la place de Dieu, c'est génial. Ah oui, l'histoire du ciel. Vas-y, raconte, elle est incroyable celle-là. Selon eux, à l'origine, le ciel, donc Dieu, était tout près de la terre, si près qu'on pouvait le toucher. Ouais. Et un jour, une femme qui pilait son grain a levé son pilon un peu trop fort et paf, elle a cogné le ciel. Un coup de pilon maladroit. Voilà. Et le ciel, vexé ou blessé, s'est éloigné, très loin, pour devenir la voûte qu'on voit aujourd'hui. Bon, j'avoue que pour un étudiant qui découvre ça, on peut se dire c'est très poétique, mais en quoi croire que Dieu est parti bouder en loin dans l'espace, ça aide à survivre à des envahisseurs? En fait, c'est une théologie super pratique. Si Dieu est lointain, ça sert à rien de s'asseoir et d'attendre un miracle qui va tomber du ciel pour sauver le village. Ah, logique. Faut se débrouiller tout seul. C'est ça. Le départ du ciel, ça veut dire que le sacré, les forces spirituelles actives, elles sont restées ici, sur Terre, dans les cavernes, les arbres, les sources d'eau. Le sacré est immédiat, quoi. Et ce sacré terrestre, il faut le gérer, l'apaiser, le protéger en permanence. C'est une affaire de territoire local. Mais j'imagine que n'importe qui ne peut pas manipuler ses forces comme il veut. Ah non. C'est monopolisé par une lignée très précise, les Sadiakos. Les fameux propriétaires du secret. C'est le terme officiel dans le rapport, oui. Ce sont eux qui gèrent les masques, les rituels, les initiations. Et ils imposent une discipline de fer absolue. Personne ne bronche. Pour pas fâcher les esprits. Voilà. Dans un monde extérieur chaotique, eux maintiennent l'ordre à l'intérieur avec des règles très strictes. Et la traduction de cette discipline de fer, c'est fascinant parce que ça touche à la nature. Pour garder les esprits contents, ils ont mis en place des tabous alimentaires hallucinants. Oui, très sévères et qui varient selon les familles. Interdit de chasser le lion, interdit de manger du singe. Des tortues aussi, le buffle noir, les vipères à cornes. Même certains arbres qu'on n'a pas le droit de couper. En traduisant ça aujourd'hui, les Bédix faisaient de la préservation de la biodiversité de très haut niveau, mais sans avoir de ministère d'environnement, quoi. De l'écologie accidentelle, oui. Exactement. Et le résultat, c'est que leur zone est le voisinage le plus préservé du grand parc national de Nicolo-Coba aujourd'hui. C'est vrai. Mais du coup, cette nature intacte, c'est aussi une défense militaire, non? Si tu coupes pas les arbres, la forêt reste super dense. Ah bah, une forêt primaire super épaisse, avec des animaux sauvages partout, ça fait une zone tampon naturelle. T'as pas envie d'y aller avec tes chevaux, quoi. Une armée habituée aux savanes dégagées, elle n'entre pas là-dedans. C'est une tranchée vivante. L'environnement les protège parce qu'ils refusent de l'épuiser. C'est symbiotique. C'est une leçon d'équilibre incroyable. Mais bon, toute cette forteresse, cette écologie, ce pacte politique originel, ça explique comment ils ont survécu à la guerre. Oui, Mais les raids esclavagistes, c'est fini. La guerre s'est arrêtée au XXe siècle. bien sûr. Et ça nous amène à la partie la plus surprenante du dossier de l'UNESCO, la situation aujourd'hui. Parce que les Peuls, qui sont les descendants des anciens conquérants islamisés, ils sont toujours là. Ils sont dans la même région, oui. Donc, logiquement, après 7 siècles de peur et d'attaque, on s'attendrait à une haine tenace. Ou alors, avec la paix, à ce que la petite tribu se fasse totalement absorber par la grande. C'est souvent comme ça que ça finit. Eh ben pas là. Les observateurs parlent du miracle du pays Bassari. Qu'est-ce qui s'est passé avec la paix cet été? La paix a tout changé sur le plan géographique. Les Bédix sont carrément descendus de leur montagne. Ils ont quitté les falaises. Ils ont quitté la sécurité absolue des rochers d'Etiowar pour s'installer de façon permanente en bas, au pied des collines. Et aujourd'hui, Peuls et Bédix vivent dans une coexistence pacifique profonde. Le texte dit que dans des endroits comme Bandafassi, il y a juste une route en terre qui sépare le quartier Peul du quartier Bédik. C'est le jour et la nuit par rapport au passé. Ils font des échanges économiques tous les jours, le lait caillé des Peuls contre les céréales des Bédix. Mais attends, c'est là que je me pose la question fatidique. Quand on commerce tous les jours, qu'on échange sur la même route, on finit par se mélanger, non? Logiquement, oui, la mondialisation classique.
Le gros absorbe le petit, on adopte la langue du client, sa religion. Comment à peine 6300 bédiques ne se font pas digérer culturellement? L'échec de cette assimilation, c'est le triomphe absolu de leur modèle de résistance. Les données de l'UNESCO sont formelles. Ah ouais? Ni l'islam des Peuls, ni le christianisme arrivé plus tard avec les missions, n'ont pu pénétrer le noyau dur de la spiritualité bédique. Impressionnant. L'économie et le commerce, ça n'a pas touché le sacré. Leur calendrier rituel continue de tourner. Les initiations sont intactes. Les adolescents vont toujours dans le bois sacré, encadrés par les anciens. Avec les fameux masques recouverts d'argile rouge et blanche, là. Exactement. Le compromis avec l'extérieur, il reste dans l'espace public. L'espace symbolique bédique, il est complètement verrouillé. Une frontière invisible, quoi. Mais le pire, enfin le plus beau, c'est ce renversement de l'influence que note le dossier. On pense toujours que la culture dominante impose son style de vie, Surtout sur le plan de la nourriture, oui. sauf que là, ce sont les envahisseurs historiques qui ont plié. Les Peuls, qui étaient des éleveurs nomades, ils se sont sédentarisés au contact des Bedax. Ils ont commencé à copier leurs techniques agricoles, Ils cultivent le fonio maintenant, c'est une céréale hyper locale. et ils font des sauces avec des feuilles de la forêt et des arachides, en reprenant les recettes Bédix. La petite culture vaincue a colonisé les assiettes du géant. La complémentarité a totalement remplacé l'affrontement, oui. Bon, pour résumer un peu cette plongée dans les documents, pour ceux qui nous écoutent, c'est un cas d'étude génial. La survie, c'est pas juste avoir de gros muscles. C'est de l'intelligence spatiale et de la fermeté psychologique. C'est ça. Il y a eu le pacte politique de départ, Camara et Keïta, pour éviter la guerre civile. Ensuite, la géologie de la dolérite pour arrêter les chevaux. L'écologie religieuse qui protège la forêt, qui protège les hommes. Une symbiose parfaite. Et enfin, cette ouverture économique assumée aujourd'hui, tout en gardant une bulle étanche autour de leur rituel sacré. C'est magistral d'adaptation. C'est magistral, et ça nous invite d'ailleurs à formuler une hypothèse super troublante Ah oui, sur quoi, Avel? sur la nature même de l'identité. Une réflexion qui va bien au-delà des falaises du Sénégal, en fait. Aujourd'hui, on a tous cette crainte moderne que le brassage mondialisé, la proximité physique entre les cultures, ça mène forcément à une espèce d'uniformisation globale, tu vois. Ouais, que tout le monde finisse par se ressembler et perdre son originalité. Exactement, mais le cas du pays Bassari, il nous montre carrément l'inverse. Ça pose une vraie question de fond. Est-ce que le fait de vivre en proximité extrême, de partager la même rue tous les matins avec une culture qui est radicalement différente de la sienne, ce serait pas en fait le meilleur des mécanismes de défense? Comment ça? Cette altérité permanente, au lieu d'être une menace qui va te dissoudre, c'est peut-être un miroir implacable. Un miroir qui force un peuple à définir avec une précision chirurgicale et à défendre avec beaucoup plus de ferveur tous ces mystères très précis qui font de lui ce qu'il est profondément.